Incroyable mais vrai, nous allons parler de la Coupe du Monde de football dans ce 7e match, mais avec un invité, disons-le, assez inattendu, à savoir Christian Salnave. Vous êtes sociologue et éditeur, et pourtant, vous avez directement affaire au football, puisque c'est vous qui en 98 avez avez dirigé un petit peu tout ce qui était le dossier de candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde en France en 98. Expliquez-nous un petit peu cette aventure. C'était en 90, oui. 8 ans avant, et il y a toujours un concours international pour savoir quel pays va organiser la Coupe du Monde de foot. Et en France, la Fédération française de foot, avec le ministère, etc., ont concocté un concours national. Il y avait 3 boîtes de pub, dont celle de Jacques Ségala, le célèbre, avec sa montre de pauvre. Vous en avez une, au fait, ou pas? Non, j'ai une montre... non, rien du tout de tout ça. Et j'ai gagné ce concours, en disant que c'était justement pas une affaire de com et de pub uniquement, mais c'était aussi une affaire d'organisation et de travail et d'écriture et de connaissance du foot. Parce que vous êtes donc sociologue, mais aussi éditeur. Quel a été votre rôle pour ce dossier? Pendant 10 mois, j'ai travaillé, j'ai dirigé... le travail avec 7 ministères compétents, dont un délégué interministériel qui était M. Glavani à l'époque. Avec la Fédé, bien sûr, c'était le comité de candidature présidé par Fernand Sastre, qui avait travaillé 20 ans à ce dossier politiquement, quoi. Du point de vue de c'était son bâton de maréchal. Et moi, j'ai fait en sorte de faire un 0 faute pour éviter de perdre. Mais j'ai pas gagné le dossier. Hein. Ouais. C'est le dossier politique qui a gagné, économique, etc. Mais... Et effectivement, pendant 10 mois, j'ai travaillé avec les 12 villes candidates, les conseils municipaux, etc., les ministères, et toute la Fédé. Est-ce que vous imaginiez qu'organiser une Coupe du Monde était aussi difficile, puisque vous avez vécu ça, vous, de l'intérieur? Oui, mais en même temps exaltant, il y a tout un monde. Le foot, c'est un monde extrêmement... C'est une communauté, un monde de corporation, un monde d'une fédération, mais comme toute communauté, elle est à la fois riche d'une unité et riche de division, comme le foot. C'est pour ça son succès mondial. Vous étiez persuadé que la France allait gagner parce que le dossier était le meilleur, parce qu'il y avait un truc dans l'air, parce que quoi? Parce que d'abord, Fernand Sastre y avait travaillé pendant 15 ans. C'est pas rien. Il avait bossé. Secondo, il y avait quand même des indices. Et tertio, il y avait une maîtrise d'œuvre, du boulot, quoi. Il y avait je dirigeais un travail d'équipe avec notamment Pierre Ferré, qui était architecte chargé de mission par la Fédé pour mettre aux normes de la FIFA les différents stades. Les constructions de nouveaux stades. J'avais un directeur artistique, j'avais toute une équipe. Ah oui. C'est important, ça, le côté un petit peu artistique. Un dossier de candidature, c'est pas uniquement on a tant de stades, tant de mètres carrés. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour, comment on peut animer tout ça, c'est ça. Absolument. Ouais. Moi, j'avais comme image que j'avais proposé à Fernand Sastre, qui m'avait dit, bon, je vous fais confiance, monsieur Salnave. J'avais pris Nicolas de Staël, un tableau qui aujourd'hui ressort, 20 ans après, avec une lettre qu'il avait écrite à René Char. Viens au Parc des Princes. Tu verras, c'est magnifique. Et il avait fait un tableau magnifique. Alors, nous sommes maintenant, cette fois, non plus en France, mais en Afrique du Sud. Alors là aussi, la première Coupe du Monde en Afrique. Oui. Et en Afrique du Sud, s'il vous plaît. Quand on fait dans les symboles, celui-là est pas mal, si je peux me permettre. Oui. Et déjà, pour 2006, je me souviens, j'avais dirigé le dossier pour le Maroc, en 99. Et le Maroc avait été battu parce que, justement, du point de vue emblématique et symbolique, le dossier de l'Afrique du Sud avec Mandela m'ont emporté tout. Ils ont été battus par l'Allemagne pour 2006. Mais autrement, oui, c'est une symbolique. Une symbolique nationale, tout à fait compatible avec la mainmise, quand même, internationale, mondiale de la FIFA. Alors, justement, la Coupe du Monde de football, on peut dire que quasiment pendant un mois, la Terre s'arrête presque de tourner. Oui. Tout le monde, même si vous n'avez pas le foot, vous entendez forcément parler de la Coupe du Monde, et même vous finissez peut-être vous-même par en parler. Alors justement, Rémi Bissot, vendredi soir, est allé place de la Victoire à Bordeaux pour justement tâter un petit peu l'ambiance. Il est 18h, place de la Victoire. La Coupe du Monde 2010 vient de commencer. Pour trouver les supporters, il faut se diriger vers les bars. Et comme à chaque Coupe du Monde, l'ambiance est plutôt festive. Allez, la France, allez, on va la gagner cette Coupe du Monde, Les gens sont vraiment à fond, chacun autour de leur pays, dans le monde entier. Et les gens suivent vraiment, alors que c'est juste sportif. Mais ça rassemble énormément de personnes, ça crée énormément d'argent, d'emplois. Et c'est ça qui est énorme, quoi. La Coupe du Monde, ça n'a jamais été égalé. La Coupe du Monde, un événement incontournable qui réunit tout le monde. Les amateurs de foot, mais pas seulement.
Ouais, il y a une euphorie, je pense, dans les rues de la ville. On voit que là, il y a du monde. Tous les bars, ils mettent du leur et ils mettent des écrans géants un peu partout. Donc c'est vrai, c'est assez convivial. Il y a des gens avec des maillots, d'autres non. Des filles qui viennent voir du foot, d'autres qui viennent juste parce que l'ambiance est bonne. Non, c'est sympa, ouais, je trouve. Que ce soit au Brésil, en Afrique ou partout dans le monde, la Coupe du Monde, c'est un moment où l'on oublie les soucis du quotidien. On oublie les guerres, on oublie les riches, les pauvres. On n'a plus envie de se battre, on a envie de gagner, on a envie que son pays soit le vainqueur et ça amène une très bonne ambiance. On oublie tout pendant la Coupe du Monde, on pense qu'au foot, on pense qu'à notre pays. Même le bac, on s'en branle. Même le bac, on l'oublie. Pourtant, faudrait pas. La Coupe du Monde, c'est 64 matchs pendant un mois. Autant dire que les terrasses de café vont faire le plein, surtout si la France va loin. Alors, Christian Salnave, c'est vrai que dans ce petit reportage, on a entendu beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais que nous revenions un peu plus précisément ensemble. D'abord, le premier élément, cette Coupe du Monde, ça crée de l'emploi, etc. Comme si le foot, par un coup de baguette magique, permettait de mettre fin à la crise, par exemple. Oui, faut pas oublier que c'est pas un coup de baguette magique, quand même. Ouais. C'est une extraordinaire mobilisation, occupation des cerveaux, enfin, et promotion, quand même. La FIFA est une machine à faire de l'événement et à l'organiser d'une manière de main de maître, quoi, quand même. Hein. Mais il n'empêche que, bien que ça soit totalement mondialisé, c'est aussi, et c'est ça l'ambivalence du foot, et c'est pour ça son succès international et mondial, c'est aussi que chaque drapeau, chaque cage d'escalier, chaque village a son foot. Et à la fois c'est mondialisé, et en même temps très très local. C'est intéressant ce que dit une personne interrogée. Elle dit on n'a plus envie de se battre. Oui, on a envie de tout oublier. Voilà. Oui. C'est un peu les jeux du stade romain. Oui, alors, on calme le peuple avec des jeux du stade. Oui, l'opium du peuple, etc. Oui, tout ça. Mais là, quand même, faut faire attention. Je crois, moi, qu'il n'y a pas de... Ça frise parfois le stéréotype aussi, ça. Ouais. Parce que le foot, c'est pas seulement l'opium du peuple. Alors, nous sommes tous des idiots culturels, on se fait manipuler, puis on oublie tout, etc. Mais il faut pas oublier que si vous allez écouter les supporters comme les non-supporters, que vous regardez un stade de foot, que vous observez, que vous participez au travail d'organisation, ben vous voyez bien que les gens, quels qu'ils soient, ils ont une intelligence d'observation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous des idiots culturels, loin de là. Et ils comprennent aussi bien les enjeux que le jeu lui-même. Et donc, c'est pas si simple que ça pour dire on va tout oublier. Non, on oublie tout le temps d'une heure et demie, quoi. Ouais. Mais ensuite, on sait bien qu'on en fait un drame, et puis ensuite on en fait un jeu, et on s'amuse. C'est plus ambivalent que ce qu'on croit. Ça veut dire quand même qu'on a besoin de ça, une sorte de soupape un petit peu comme ça de décompression, notamment ces temps difficiles. C'est pas seulement une soupape, c'est aussi, vous savez, le foot échappe pas quand même au monde social. La particularité du foot, c'est que il y a une sorte d'égalité. Le football est né dans une société égalitariste. Hein. Bon, l'idéal de l'égalité qui n'a pas de réalité, mais c'est un idéal. Bien. Or, on sait, et grâce au foot, notamment, on voit que de toute façon, il y a un vainqueur et un vaincu. Et donc, que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et ça, cette règle d'enjeu, et cette règle du jeu est acceptée par tout le monde. Donc, c'est pas simplement l'oubli. Ouais. Ça ne fait pas tout oublier. Quand vous avez un penalty, ou une main, ou une main, jeu de vilain, jeu de vilain, etc., eh bien, on râle ou pas, on soutient ou pas, mais on connaît que c'est la règle du jeu du monde, dont on peut être victime. Donc ça nous ramène à notre situation. Est-ce que les joueurs nous ramènent aussi à ce que nous sont pourtant des superstars quasiment intouchables, qui gagnent des fortunes, enfin des jeunes qui à 20 ans ne savent pas eux-mêmes faire leurs courses. Enfin bon, voilà. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on arrive? Alors comment se fait-il que nous on arrive à se reconnaître en eux alors qu'ils sont si loin de nous? On s'identifie, mais il y a le phénomène d'identification. Alors, dans le phénomène d'identification, c'est comme dans un roman, ça. Hein. Il y a le talent de ceux qui l'organisent, mais il y a aussi la projection des individus qui y participent, quoi. Et de toute évidence, quand vous regardez un stade, vous avez des magnifiques loges de VIP, où on sable le champagne, jusqu'aux canettes de bière qu'on jette ou pas, dans les virages, et des supporters, eh bien, vous avez une société qui vibre. Les hollas sont parfois interrompus par les tribunes officielles, par les tribunes présidentielles. Mais la hola est une tentative, justement, de mettre en mouvement toute une société qui est divisée en même temps qu'unifiée. Toujours cette unité, c'est comme le monde du foot.
l'unité ne va pas sans division. En 98, il y a eu bien sûr la victoire de l'équipe de France, et puis tout de suite après, c'était ça y est. La France, black, blanc, beurre, on est tous les mêmes, il n'y a plus de frontières entre les uns et les autres, il n'y a plus de problèmes sociaux, etc. C'était du fantasme. C'était le fantasme, mais c'est jamais totalement. C'est jamais, ni jamais. Vous comprenez, tous ces termes d'opium du peuple, de fantasme, etc., relèvent d'une analyse médico-psychologique de masse. Ouais. Bon, et on voit très bien que, quand même, si on observe du petit joueur de foot à Tresse, hier, 48 clubs de mômes, 480 joueurs qui ont fait une Coupe du Monde à Tresse, jusqu'à Ribéry qui se signe quand il rentre, qui s'entoure de bimbo et qui personnalise l'ascenseur social. Le petit gars de Boulogne qui devient une star mondiale, ou au moins européenne, bon, il y a d'identification, mais il y a aussi une règle du jeu que tout le monde comprend et que tout le monde décode à sa manière et écrit selon son histoire. Il n'y a que le foot qui peut faire ça. Le foot... À un tel niveau, oui, je dirais, comme ça, dans le monde entier. Oui. Écoutez, ça passionne tellement tout le monde que nous avons reçu sur le répondeur de TV7 une téléspectatrice qui a la solution pour faire gagner les Bleus. Écoutez bien, on en reparle. Bonjour, je téléphonais pour vous signaler que chaque fois que l'équipe de France est en maillot blanc, ils ne gagnent pas ou ils perdent un match. Il faut absolument les remettre en bleu. Visionnez les autres matchs si vous ne me croyez pas. Remettez-le en maillot bleu. On a une chance si on les met en maillot bleu. D'accord? Passez le message. Voilà. Merci. Alors, effectivement, on va transmettre. Ça, c'est ce qu'on appelle les gris-gris. Hein, Ah oui, mais on oublie d'être daltonien. Donc attention, si vous voulez que la France gagne, il faut qu'il joue en bleu. Absolument. Vous l'a dit et répété. Oui, et puis alors, ce qui se passe, vous l'avez dit, il y a des jeunes, et puis c'est vrai que le sport, là, tout d'un coup, devient une façon de vivre ensemble. Quoi. Oui, ouais. oui, mais de s'engueuler aussi ensemble. Oui, enfin, moins méchamment, peut-être. Moins méchamment, il y a des règles, mais aussi on les transgresse. Classiquement, quoi, entre le beau jeu et la triche, entre le réalisme à la Mourinho et à l'Inter de Milan, et le beau jeu à la française, à la brésilienne, à Barcelone. Non, mais ça, je vous refais 30 ans d'histoire. 82, l'Allemagne, Battiston, le drame. En même temps, tout est un jeu. Mais on joue sur ces différents registres. Alors, juste pour nous quitter, Christian Salnave, nous allons nous quitter sur des images de rugby, parce que le rugby est aussi un sport qui a de sacrées valeurs. C'était regardé à Romainville durant ce week-end à Pessac. Il y avait 1 millier d'enfants de Brive à La Rochelle, des moins de 7 ans aux moins de 15 ans, pour un tournoi qui a remporté un franc succès. Voilà, tout d'un coup, là, bien voilà, le sport permet effectivement un peu d'oublier, et on finit tout le monde par être un petit peu champion du monde à sa manière, c'est un peu ça. Merci beaucoup en tout cas, Christian Salnave, de nous avoir parlé football de façon un peu différente. 4-3-3, tout ça, on en parlera plus tard.